Bienvenue au premier épisode sur la statistique. On vous explique le programme au complet avec de la musique. Bienvenue à la 8e série d'épisodes de Dialogue dilettante intitulée La pensée statistique. Programme en 5 parties. 8.1. Qu'est-ce que la statistique? 8.2. Histoire de la pensée statistique avant le 19e siècle. 8.3. Histoire de la pensée statistique au 19e siècle. 8.4. Le test d'hypothèse et la statistique moderne depuis le 20e siècle. 8.5. Discussion générale sur la statistique aujourd'hui et son aspect objectif. Aujourd'hui, ce que j'avais pensé, ce serait de commencer par une question banale, mais qui est peut-être pas toujours évidente quand on y pense. C'est qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de statistique? Donc, il y a plusieurs façons d'aborder le mot. On pourrait penser premièrement d'un point de vue étymologique. Donc, quand est-ce que ce mot-là est apparu, dans quel contexte. Puis c'est quand même intéressant, je trouve, l'histoire étymologique de ce mot-là. On s'entend pas vraiment exactement c'est qui les premiers, quand, mais on sait qu'au 19e siècle, il y avait des universitaires allemands qui utilisaient le mot statistique. Je vais vous épargner mon accent allemand, avec un K. Puis dans le mot statistique, il y a le terme stat qui réfère à, on peut penser en anglais au state, comme un état. Okay? Puis on peut trouver dans certains de leurs écrits que l'idée de la statistique, c'est la science qui concerne ce que doit savoir un fonctionnaire d'État. OK. Puis ça, est-ce que c'est la première fois qu'on a vu historiquement l'utilisation du mot statistique? C'est dans ces eaux-là. Donc, il y en c'est un peu partout en même temps, là, au 19e siècle, vraiment. Puis, je trouve que ce petit point de vue étymologique-là est super intéressant parce que, a priori, on a l'impression peut-être que c'est un domaine très technique, très mathématique, mais on va voir, surtout dans l'épisode 2, que ses racines remontent vraiment à des conceptions de l'État, de la société, de gestion de la société, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser que c'est juste une branche des maths qui a évolué de son côté puis qu'on a un peu utilisé à nos fins plus tard. OK, fait que dans le fond, t'expliques un peu en ce moment que c'est devenu une branche des maths justement en évoluant. Exactement. Par contre, à la base, c'était pas ça du tout, c'était pas utilisé à ces fins-là. Okay. Exactement. T'as tout compris. Puis admettons si on s'enlève un peu de l'étymologie puis on pense plus à la définition ou de quoi on parle quand on parle de statistiques. Peux-tu un peu nous en dire là-dessus? C'est ça. Donc, c'était les prochains termes que j'avais en tête. Alors, souvent, on va parler de la statistique au singulier. Puis ça réfère à le champ d'étude, le domaine de recherche, la branche des mathématiques. Que si on veut utiliser le vocabulaire correct, on le garde au singulier. Là-dedans, il y a plein de sous-domaines, en fait. On peut penser à de la statistique descriptive, de l'inférence statistique, de l'échantillonnage, de la régression linéaire, des méthodes de prévision, de l'analyse factorielle multivariée, de la biostatistique, les statistiques bayésiennes, les plans d'expérience, le machine learning, etc., etc. Et donc, c'est très, très large. Quand on parle de la statistique, il faut garder en tête que ça couvre un éventail assez large. Puis là, s'il y avait une chose qui reliait tous ces éléments-là de la statistique que tu viens de nommer, il y en a plusieurs qui sont totalement différents, mais c'est quoi qui les relie tous, dans le fond? Ce qui les relie, ce sont les statistiques au pluriel, qui sont les données chiffrées. Okay? En théorie, on n'a pas besoin que les données soient chiffrées, elles pourraient être quantitatives. Okay? Par exemple, j'ai une balle rouge, une balle bleue, une balle verte. Je pourrais considérer ça comme une donnée catégorielle, qualitative, si on veut, sans que ce soit nécessairement un chiffre. Mais c'est vraiment ça qui est au cœur de la statistique. C'est un peu notre conception populaire que c'est des chiffres, c'est des données, c'est des tableaux, c'est des graphiques. OK. Donc, dans le fond, la statistique, on utilise habituellement la statistique.
on le définit un peu comme tout champ de recherche ou tout champ d'études, mettons, qui utilise les statistiques, qui étudie les statistiques, puis chacun d'entre eux les étudie d'une différente façon ou utilise les statistiques d'une différente façon. Exactement. Okay. Puis, il faut aussi garder en tête que là-dedans, il y a une panoplie de domaines qui sont à la base non statistiques, mais qui s'appuient très fortement sur les outils statistiques. On peut penser à l'épidémiologie, qui est un contexte, une science d'actualité aujourd'hui. On peut penser à la psychologie, qui est très, très, très statistique. Si on regarde des articles de recherche, c'est presque impossible de publier sans qu'il y ait un test statistique dans ton article. La médecine, la pharmacologie, tout ça, même chose. En pharmacologie, il faut des tests statistiques très rigoureux pour faire valoir nos résultats. La branche de l'économie qu'on appelle l'économétrie, qui est l'espèce de branche qui essaie de jouer au voyant, qui essaie de prévoir le futur. Même la sociologie, beaucoup d'études sociologiques vont être statistiques. On peut penser à toute l'industrie des sondages. Même moi, j'enseigne à HEC Montréal, une école de gestion. Plusieurs cours de statistiques sont donnés dans les écoles de gestion. Même les écoles d'ingénieurs, où j'enseigne aussi, vont faire des cours de statistiques. Donc, non seulement on a des départements au complet d'université qui se déclinent en toutes les branches que j'ai nommées plus tôt, l'inférence, l'échantillonnage, etc. Mais énormément de domaines vont s'appuyer sur les statistiques pour faire valoir leurs résultats. OK, ouais. Non, c'est vrai que la statistique, ça semble omniprésent, surtout en académie, dans les principes académiques. Mais est-ce qu'on pourrait même jusqu'à dire, puis c'est vraiment une question que je me pose, jusqu'à dire que tous les études scientifiques sont basées sur des statistiques, dans le fond? Est-ce que c'est peut-être un peu trop de dire ça? C'est un peu trop parce que on peut penser à la physique, qu'il y a des branches au complet, que ça touche pas vraiment au stats. La chimie, si je découvre une nouvelle molécule, j'ai pas besoin de faire une étude statistique. Mais, ouais, je comprends. Okay. Ouais. Puis, ce qui va être intéressant, c'est un peu de sortir justement des notions académiques, puis de regarder comment ça nous entoure en dehors des spécialistes des universités. C'est vraiment dans l'épisode 2, quand on va parler de l'histoire, on va voir un peu l'histoire qui est pas mal surprenante. C'est un petit peu inattendu comme... Quand j'ai fait ces recherches-là dans quelques livres historiques, j'ai trouvé ça très surprenant. Je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire se soit déroulée comme ça. Et puis il y a une dernière définition, si on veut, qui est le concept mathématique d'une statistique, qui est un terme technique précis qu'on va utiliser dans la théorie. Je ne vais pas trop en parler tout de suite. On pourra en parler dans l'épisode 3, où il y aura la vulgarisation d'un concept central en statistique, qui est le test d'hypothèse et tout. OK. Fait que là, dans le fond, il y a 3 définitions du même mot, tout dépendant de comment on l'utilise. Les statistiques, qui sont les champs de recherche. Il y a la statistique. Non, en fait, c'est la statistique qui sont les champs de recherche. Exact, excuse. Ouais, les statistiques qui sont juste les masses de données que la statistique, les champs de recherche de la statistique utilisent. Exact. Puis il y a une statistique, mais ça, on va l'apprendre plus tard un peu. Exactement. OK. Cool. Puis là, pour un peu introduire le volet historique, je voulais parler un peu d'une anecdote, entre guillemets, qui, je pense, illustre bien un peu la place de la statistique dans notre société. Donc, c'est une anecdote, ça s'est passé en France. C'est un enfant de 5 ans qui rentre à l'hôpital parce qu'il y a des problèmes vraiment importants neurologiques.
Puis sa situation s'aggrave rapidement. On lui fait une opération, puis on se rend compte qu'il a souffert d'une condition qu'on appelle l'encéphalopathie sévère. Je ne vais pas prétendre savoir c'est quoi. Mais on se rend compte que c'est parce qu'il mangeait la peinture qui s'écaillait de ses murs. Donc, c'est un enfant pauvre qui habitait dans des quartiers délabrés. Puis, il mangeait les morceaux de peinture. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il s'est empoisonné au plomb. Puis, c'est ça qui a causé ses problèmes neurologiques. Ce qu'on appelle le saturnisme. L'empoisonnement au plomb, le terme médical, c'est le saturnisme. Puis ça s'est passé début années 80. Puis, si on regarde la littérature médicale de 1956 à 1981, en France, il y a 10 cas, 10 enfants en 30 ans qu'on a diagnostiqués avec une telle intoxication au plomb. En 99, donc 20 ans plus tard, on dit que on estime qu'il y a 85 000 enfants qui sont atteints d'intoxication au plomb. Donc, c'est maintenant devenu une épidémie en France. Puis si on regarde l'actualité de cette époque-là, c'était un sujet qui faisait la une des journaux et tout. Puis la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens ont commencé à manger du plomb? Comment est-ce que tout d'un coup, on passe de 10 personnes en 30 ans à 85 000 personnes qu'on considère comme étant atteints de saturnisme? Puis là, je vais citer un chercheur de santé publique qui dit « En fait, il ne s'est rien passé. Ou plutôt, c'est une chose minime et décisive à la fois. Une politique de santé publique a été inventée. Entre l'observation d'une maladie rare qu'on rapporte dans les revues spécialisées et le constat d'un problème sanitaire dont on parle dans la grande presse, ce n'est pas la fréquence du saturnisme infantile qui se serait spectaculairement accrue. C'est le regard porté sur cette affection qui s'est modifié. Il est désormais question de population, de risque, de seuil, de mesures collectives, en lieu de place d'individus, de symptomatologie, de biologie, de médicaments. » Donc, on voit que dans cette citation-là, dans cette histoire-là, on laisse tomber un peu le côté médical traditionnel qui est « je me présente parce que je suis malade, j'évalue, je fais un diagnostic ». Puis, on regarde d'un point de vue statistique, d'un point de vue populationnel, OK, on dit que tel seuil de plomb est considéré toxique. Combien de personnes dépassent ce seuil-là? On l'estime à 85 000. Donc, c'est pas 85 000 personnes qui se pointent à l'hôpital avec des symptômes comme l'enfant. Puis ce regard-là, je pense qu'il illustre bien le changement de paradigme, par exemple, dans un domaine quand on passe de la médecine à la santé publique. Puis on peut voir un peu le même pattern dans d'autres sphères de la société. OK. Donc, dans le fond, c'est un peu comme pour catégoriser une personne d'avoir le saturnisme, ils ont changé les triggers, là, si on veut. Ils ont changé les labels. Exact. En changeant les labels, ça a complètement changé le nombre de personnes qui faisaient partie de cette cohorte-là. Qui faisaient partie de ce groupe-là. Exact. Puis c'est même plus que ça. C'est vraiment l'angle d'approche du problème qui change. Donc, c'est vraiment... Oui, il y a la catégorie qui change, mais c'est que plutôt que d'attendre que les gens se présentent à l'hôpital avec des symptômes, on va au-devant avec des études statistiques pour... Oui, je comprends. La définition même de qu'est-ce qui est une maladie va changer par rapport à est-ce qu'on le regarde d'un point de vue médical ou est-ce qu'on le regarde d'un point de vue de santé publique, par exemple. OK, oui, non, je comprends. Puis ça fait un peu penser, puis c'est pas exactement la même chose parce que ça, c'est un contexte un peu différent, mais ça me fait un peu penser aussi à lorsqu'on est plus à l'affût d'une nouvelle maladie ou quoi que ce soit, par exemple, l'autisme qui apparemment, puis là je me base sur, c'est pas vraiment fondé ce que je veux dire, mais apparemment a vraiment augmenté là, depuis les dernières années, puis il y a beaucoup de personnes qui justement pensent qu'il y a des personnes qui... Pas il y a des personnes, mais il y a des personnes, par exemple, qui vont penser il y a quelque chose qui crée le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont autistes, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont dire non, mais c'est en fait qu'on en diagnostique plus parce qu'on est plus
on est plus conscient de la condition de l'autisme qu'on était avant, puis on a changé la manière aussi qu'on catégorisait certains de ces conditions-là. Fait que, exact. Dans le fond, c'est pas nécessairement les gens qui ont changé ou c'est pas la population qui a changé, c'est vraiment la manière qu'on attribue des catégories exact. aux gens. Puis, ce problème-là, ce changement de catégorisation-là, il affecte beaucoup de choses. On peut penser à l'économie. Quand on mesure l'inflation, on mesure le chômage. C'est très, très dépendant sur qu'est-ce qu'on qualifie d'être un chômeur, qu'est-ce qu'on qualifie d'être une inflation, comment on la mesure, comment on construit ça. Okay? C'est pas quelque chose qui existe dans le monde, c'est quelque chose qu'on construit. Ça va être un thème récurrent de l'histoire, ça va être la construction d'une approche statistique de la société, des problèmes scientifiques, même certains problèmes philosophiques, épistémologiques. Puis je pense qu'on va vraiment s'amuser dans ce parcours historique-là. Absolument, puis je doute, mais je pense que tu vas en parler justement, mais ça apporte vraiment la question à, tu sais, quel est l'apport d'objectivité dans la statistique ou quel est l'apport d'objectivité dans les chiffres, juste. Quel regard, le contexte est aussi vraiment important. Puis... Oui, c'est ça, puis bon, on va se devancer un peu parce que tu le mentionnes, mais c'est drôle parce que la London Statistical Society, okay, si je me trompe pas, c'était comme 1838 ou 1828 qu'ils ont publié un truc. C'est une des premières sociétés statistiques occidentales modernes. Okay, puis déjà, ils disent dans leur manifeste, si on veut, que un des principes de la société statistique, c'est d'exclure les opinions puis de juste garder les faits objectifs. Puis déjà, dès le début, la statistique a cette prétention-là. Puis là, t'en as qui vont évidemment critiquer ça, que déjà, ils vont dire non, ça se fait pas exclure l'opinion, ça n'existe pas des faits dénudés de contexte, etc., etc. Puis c'est un débat que peut-être qu'on a tendance à oublier, mais qui est toujours là, de toujours se méfier un peu de la prétendue objectivité des chiffres. Il y a beaucoup plus derrière ça. Absolument, absolument. Puis il y a tellement de niveaux aussi Il y a tellement de niveaux même juste le principe que même si, mettons, le chiffre est objectif, juste de la manière de le présenter, exact, ça va complètement changer la perception de la personne qui va lire ces chiffres-là. Ouais, puis toi tu travailles en marketing, je pense que tu le sais très bien, l'effet qu'a la présentation, que ce soit pour tes clients ou que ce soit pour les gens qui sont les cibles des campagnes de publicité, par exemple. C'est évident que la perception change selon la façon qu'on le présente. Exactement. OK. Cool. Donc, 2.1 pour épisode 2 sur la statistique, on pourrait commencer justement la description historique. Donc, c'était tout pour l'épisode 1 sur la pensée statistique. Dans l'épisode 2 qu'on va publier dans une semaine, on va parler de l'historique de la statistique. À bientôt.